Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. À partir des spectres qu'on a obtenus, qu'est-ce qu'on peut tirer et puis comment on peut comprendre. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a un certain nombre de questions que je me suis posées à travers la présentation du spectre de Nova Persei 2020. J'ai posé la question à des professionnels et ils ont les mêmes questions que moi. Ils ne savent pas répondre. J'espère que ça vous rassure. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas comprendre, par contre, si vous pouvez comprendre, alors là, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser sur la première partie? Ce que je vous propose, c'est dans cette deuxième partie d'être beaucoup plus interactif. J'aurai 1, 2, 3, 4 slides à présenter sur un peu théorie de la formation en fait, du spectre. Et après, ça devient complètement interactif. Et je passerai de la présentation PowerPoint aux différents outils que je peux utiliser. Bon, il y en a plein. J'utilise essentiellement pour l'étude plot spectra de Tim Lester. Il y en a d'autres. Il y a Visual Spec qui est excellent, donc plus excellent que c'est Valérie qui m'a appris à m'en servir en 2009. Puis il y a plein d'autres outils qui peuvent être utilisés, ou bien alors ses propres macros en MATLAB ou en Python. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la première partie éventuellement? Non. J'ai alors conversé, je ne l'ai pas. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont venues à la fois sur le chat. Donc, de toute façon, s'il y a des questions, François, je te les dirai. Le gaz en la cocotte minute sur la loi PV égale NRT. Oui, bien sûr. Ouais. Christine, on est bien d'accord. J'ai bien insisté sur le fait que l'analogie était pas excellente et permet d'expliquer uniquement l'explosion de la cocotte minute. Par contre, on n'est pas du tout dans la même situation. Dans un cas, on a la matière qui est normale, c'est qui nous entoure autour de nous au niveau de la surface de la Terre. Il est évident que, comme toutes les analogies, induire des questions. Tu peux ouvrir ton micro éventuellement, non? Non, mais je t'écoute, François. Tu parlais à Christine ou? Oui, c'est ce que j'ai vu là. Tu vois, le gaz, je ne sais pas si vous voyez dans la cocotte minute, suit la loi PV-NRT, oui. Alors, oui, dans la cocotte minute, la pression n'est que de 1,2 bar. Donc, ce n'est pas la même physique que dans les étoiles, forcément. Tout à fait. C'est bien ce que j'ai dit. Oui. On est alors, dans les étoiles, à la surface du Soleil, c'est la même physique que dans une cocotte minute. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être à 120 degrés Celsius, on est à 5500 degrés Kelvin. Là, j'ai bien insisté sur le fait que la matière à la surface de la naine blanche, elle n'a strictement rien à voir avec la matière ordinaire telle qu'on la connaît. Voilà. J'ai utilisé uniquement une analogie, et c'est tout le problème des analogies. L'idée étant qu'on confine en fait l'énergie dans un certain volume. Dans le cas de la cocotte minute, c'est la résistance de la paroi de la cocotte qui empêche le volume d'augmenter et donc on a une augmentation de la pression. Dans le cadre d'une enveloppe à la surface d'une naine blanche, n'a rien à voir, c'est la dégénérescence de la matière qui fait qu'on a une augmentation de la pression, de la température, sans augmentation de volume. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, j'ai eu tort d'utiliser cette analogie. Non, mais et je ne le referai plus. C'est juste l'idée selon laquelle on accumule de l'énergie
l'énergie ne peut pas, provoquer un de dilatation, mais à un moment donné, si on enlève, bien entendu, la soupape de la cocotte minute, ben là, c'est l'enveloppe de la cocotte minute. Mais je suis d'accord, bon, c'est toutes les analogies. Je vais la supprimer pour la prochaine fois. Merci, Christine. D'autres questions éventuellement? Bonjour François, c'est Ibrahima. Ok. J'ai une question que j'ai posée, dans le chat, et puis j'en ai une autre aussi. Alors, je ne sais pas si tu as prévu, peut-être d'en parler dans la deuxième partie, mais sur les différents types d'étoiles finalement qu'on a, parce que à t'écouter, on a beaucoup de phénomènes en fait qui font intervenir des étoiles binaires. Par exemple, les BE. Alors, je ne suis pas un expert sur les BE, mais je sais qu'il y a un phénomène d'étoile double qui intervient avec de la matière qui est récupérée par l'autre étoile, puis un phénomène d'éruption. Alors, il y a les symbiotiques dont tu as parlé. En faisant de la lecture aussi sur les nébuleuses planétaires, donc il y a aussi des fois des modèles en fait qui s'appuient sur des phénomènes la présence d'étoiles binaires. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner en fait une idée sur les différents types de phénomènes, et puis j'aimerais un peu y voir un peu plus clair en fait. Pour moi, c'est pas. Bon, c'est une question qui est extrêmement intéressante. On va voir que déjà sur une seule nova, on va avoir de quoi s'occuper pendant 1 heure, même plusieurs heures si vous voulez. Donc, ce que je vous propose, on prend ton idée et puis on essaye de construire une autre présentation. D'accord. Okay. Parce que là, déjà, c'est énorme ce que j'ai à montrer. D'accord. C'est que le début. Ouais, donc quelque chose donc c'est déjà assez difficile en fait de classifier. Rien que sur une seule étoile. Ouais, si on veut vraiment aller au cœur, hein, c'est ce que je vais essayer de vous montrer là maintenant. D'accord. On entame? Ouais. Vous êtes prêts? J'ai une autre question dans le chat, mais bon, après, okay. Tu peux en parler plus tard, hein, s'il faut. Hein, vas-y. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Alors, non, bah vas-y. Tu avais parlé des éjectats. Oui. Tu avais posé, en fait, la question du moment auquel se forme l'éjecta dans le phénomène de nova. Oui. Donc, ma question est simple, c'est est-ce que tu as une idée du type de données qu'il faudrait pour étudier ce moment-là? Voilà. On va bientôt le voir. D'accord, ok, vas-y. On va bientôt le voir. Ok. Ok, j'entame. Je me mets en partage d'écran. Donc là, ça va être un peu plus difficile. Diaporama, donc à partir de là. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Première notion, celle d'opacité. Opacité, quand on a un rayonnement lumineux, qu'on va appeler le flux incident, à une certaine longueur d'onde, il a une certaine intensité. Il va passer à travers un milieu qui risque d'être opaque, et ce rayonnement, pour une partie d'entre lui, il va subir soit des absorptions, soit être diffusé. Et donc, à la sortie du milieu qui absorbe, le flux émergent va être plus faible que, bien entendu, la lumière. La lumière a été absorbée. C'est ce que vous avez. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la droite de l'écran. Donc, c'est une image que j'ai prise il y a 2 jours, alors que j'étais au bord de la mer. J'aurais préféré avoir du ciel bleu, mais j'enlève ça. Donc voilà, surface de la Terre, nuages au petit matin, très sombre. La lumière du soleil est absorbée par ce nuage. À l'horizon, on n'a pas de masse nuageuse. La lumière n'est pas absorbée. Tau, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur optique. Plus l'épaisseur optique va être importante, et plus le flux de lumière va être absorbé. Cette absorption de lumière va être d'autant plus importante que la longueur d'onde est faible. Les rayonnements bleus, notamment, vont être
plus absorbés que les rayonnements rouges. D'autre part, en fonction de la composition de la matière et du type, de la longueur d'onde exacte du rayonnement, il va y avoir plus ou moins de chances que le rayonnement soit absorbé. Si on a un photon qui a à peu près la longueur d'onde de l'arrêt H-alpha d'hydrogène, il y a dans un milieu qui est suffisamment concentré en hydrogène pour que ce photon en hydrogène neutre soit absorbé par l'hydrogène le photon va donc exciter l'électron qui est à son niveau de base, puis via une cascade, éventuellement, va donner des rayonnements. Et donc, il est beaucoup plus probable que ce photon, qui est exactement à la longueur d'onde donc du rayonnement H-alpha, soit absorbé beaucoup plus que un photon qui est à une longueur d'onde à peu près équivalente, mais différente des niveaux d'ionisation. Il faut que j'enlève ça. Je reviens un petit peu en arrière. Dernière chose, ici, j'ai représenté un milieu d'absorption qui est homogène. Il est évident qu'il n'y a pas d'homogénéité au niveau du milieu d'absorption, qu'on a toute une série de coefficients d'absorption qui sont différents, fonction bien sûr de la longueur d'onde, fonction également de la densité du milieu en les différentes particules qui peuvent le composer, que ce soit des particules solides, comme ça peut exister, ou les différents atomes et ions, et qu'en fait, il faut construire une intégrale de l'absorption tout au long du trajet du photon. Ça, c'est la première idée. Donc, au niveau d'une nova, j'essaye de représenter un petit peu ce qui se passe en fonction des différentes phases dont on a parlé. Lorsque l'on est au maximum de luminosité, on se retrouve avec un milieu, ici c'est l'éjecta, l'enveloppe au milieu, qui est extrêmement dense, avec du coup, et qui, on l'a vu, est plutôt froid, en règle générale de l'ordre de 5000 à 10 000 Kelvin. Et donc on se retrouve avec un milieu qui est dense et qui est froid, ce qui veut dire que une bonne partie de l'enveloppe optique autour de la nova est neutre, premièrement, est neutre, que l'on a une photosphère qui est très proche de la limite de l'éjecta et qu'on a une zone d'ionisation qui laisse la place à zone d'ionisation, à l'intérieur, et là à l'extérieur plutôt des éléments qui sont neutres et qui donc vont absorber énormément l'ensemble des photons qui sont émis, quelle que soit la longueur d'onde. Parmi les éléments qui absorbent le plus de rayonnement, il y a le fer. Ce n'est pas l'élément qui, bien entendu, est le plus abondant à l'intérieur d'un éjecta, mais là, on voit sur ce diagramme de Gottryal qu'il y a tellement de transitions possibles pour un atome de fer, ici neutre et là ionisé une fois, que bien que étant extrêmement peu nombreux, ces atomes sont capables de créer un véritable rideau à toutes les transitions, quelles que soient les longueurs d'onde. C'est ce qui a été appelé rideau de fer ou ion curtain. Bien entendu, c'est un terme qui a été construit dans les années 70-80. Lorsque l'éjecta commence à se dilater, sa densité diminue, alors que la photosphère
commence à se rétracter vers le centre au fur et à mesure où l'enveloppe se contracte. La température de l'enveloppe augmente. Au lieu d'être aux alentours de 5000, 10 000 degrés Kelvin, on va monter à des 20 000, 30 000 degrés Kelvin. Et avec donc toujours une zone ionisée, dépendamment bien entendu du type d'atome, hein, qui est relativement éloigné de la photosphère, avec des zones qui sont neutres à l'extérieur de la zone d'ionisation. Et donc, on va se retrouver avec, notamment pour l'hydrogène et pour le fer, avec à la fois des rayons qui peuvent passer, mais également d'autres qui sont absorbés par la zone neutre qui est à l'extérieur de la zone ionisée. Au fur et à mesure où l'éjecta continue à s'étendre et où l'enveloppe continue à se rétracter, l'enveloppe augmente considérablement sa température. Là, on est en plein gaz parfait, hein, Christine, et on augmente à 30 000, 40 000, 50 000 degrés Kelvin. On augmente le degré d'ionisation. L'éjecta également devient nettement moins dense et donc du coup beaucoup plus transparent. Et on a un rayonnement qui est de plus en plus énergétique, capable de produire, d'une part, de par la faible densité des zones les plus extérieures, les premières raies dites interdites, celles qui sont essentiellement créées par des collisions électroniques, hein, telles que, dans un premier temps, l'oxygène neutre, puis ensuite l'azote. Et on a également, au niveau des raies permises, l'apparition d'hélium, parce que la température donc de la photosphère en fait augmente. Enfin, vers la fin du processus, on a une contraction de plus en plus importante de l'enveloppe et de la photosphère. On dépasse les températures de 100 000 degrés Kelvin. On a un éjecta qui est de plus en plus ténu. Se forment des raies de plus forte ionisation, telles que l'hélium-2, mais on a également dans les zones où la densité est la plus faible, oxygène 3, et puis ça peut aller jusqu'à fer 7, voire fer 10, et même dans certaines novas, fer 14. Quoi. Et on a là l'apparition des raies nébulaires. Ici, je vais représenter un truc important. C'est ce qu'on a vu dans les photos, dans les images de rémanents de nova. On a toute une série de nodules qui sont créés à un moment donné, on ne sait pas exactement quand en fait, qui sont des accumulations extrêmement denses de matière, des globules, et qui vont avoir donc une opacité assez importante dans laquelle peuvent se former, y compris si l'ionisation est extrêmement élevée, peuvent se former des raies, par exemple, d'oxygène neutre, parce que l'oxygène est protégé à l'intérieur de ce globule, recombine, et lorsqu'il est excité par un électron, il peut former des raies d'oxygène neutre. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir dans un éjecta de nova une gamme de degrés d'ionisation extrêmement importants. Troisième idée importante, c'est le degré d'ionisation. Donc là, je vous l'ai représenté sous la forme de deux diagrammes qui sont en téléchargement d'ailleurs sur mon site et qui sont extrêmement importants à connaître, c'est-à-dire pour chaque élément, connaître les différents énergies d'ionisation pour donc les différents ions.
C'est important pour étudier un spectre de nova parce qu'il est évident que si on détecte uniquement pour différents ions ou atomes, uniquement des raies de très faible énergie d'ionisation, il est très improbable que l'on trouve une raie avec un très fort degré d'ionisation. Donc, c'est deux représentations différentes. Moi, je m'en sers quand j'étudie un spectre, à me dire, tiens, je vois une raie en émission de sodium. Est-il possible que ce que je vois là, ce soit du néon 3? Je me dis non, c'est un peu trop loin. C'est une première réflexion qu'on peut avoir. Deuxième réflexion, deuxième chose qui est importante, c'est que on a une équivalence approximative entre la température et l'énergie d'ionisation. Température du milieu, alors ça peut être la température des électrons, ça peut être la température du rayonnement, ça peut être également les chocs thermiques, en mesure où on a des équivalences entre énergie et température, quel que soit le type de phénomène. Et l'ordre de grandeur, mais seulement l'ordre de grandeur qu'il faut retenir, c'est que la température ou l'énergie équivalente à cette température est environ 1000 fois l'énergie d'ionisation exprimée en électronvolts. Exemple, le sodium a une énergie d'ionisation pour son premier niveau à 5 électronvolts. Ça correspond à une température, alors, j'ai mis 7000, il faut corriger 5000. Pour l'hydrogène, le fer 2, il faut que je corrige également. L'oxygène, c'est à peu près 13 000, 15 000 degrés, etc. Si vous voyez de l'hélium 2 dans un spectre, ou si vous voyez O3, ça veut dire que la température est de l'ordre de grandeur de 50 000 degrés Kelvin. En termes de traduction, encore une fois, d'énergie. C'est un ordre de grandeur pour réfléchir un peu. Dernière chose, alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'idée selon laquelle, ici, on a notre éjecta, on a des atomes, des ions qui sont plutôt en expansion. Ici, on a notre ligne de visée. Lorsqu'un atome émet un photon, que cet atome se déplace vers nous, la longueur d'onde du photon a tendance à être plus faible que si l'atome était à vitesse nulle. Inversement, si un atome qui émet le même photon à la même longueur d'onde se déplace en sens opposé de notre vision, on a tendance à avoir une longueur d'onde qui est plus élevée. Et c'est conséquence de l'effet Doppler, je représente là. Donc là, c'est une raie H-alpha qui a été acquise par un de nos collègues. Les photons qui sont émis dans cette zone-là, en expansion vers nous, ont tendance à être en la partie bleue du profil de raie, alors que les photons qui s'éloignent de nous ont tendance à être dans cette partie-là de la raie. Ceux qui sont émis par des particules qui s'éloignent perpendiculairement à nous, nous donnent les photons qui sont aux alentours de 0 km par seconde. C'est clair? Une chose importante que je note là, je le dis parce que j'ai vu ça sur le forum récemment, où c'est assez logique
on a l'impression que cette zone-là, c'est la zone qui est la plus proche de nous. Dans mon schéma, là, oui, OK. Par contre, on peut très bien avoir dû à différents phénomènes, des vitesses extrêmement élevées qui sont plus élevées en fait au cœur de la source plutôt qu'en périphérie. Et donc, il y a une différence entre le champ des vitesses et l'espace physique dans lequel on est. Et je dis donc, parce que je l'ai vu effectivement sur le forum, et c'est une idée que j'ai eue à un moment donné dans mon esprit il y a plusieurs années. Je me dis, attends, je n'y ai pas du tout. Là, c'est vraiment la vitesse qu'on représente. Par exemple, dans les étoiles symbiotiques, les vitesses les plus élevées sont proches de la naine blanche, de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Alors que quand on est éloigné de la naine blanche, on est plutôt dans le embedded, dans le gaz émis par la géante rouge, et on est plutôt à des dizaines de kilomètres par seconde. C'est deux champs qui sont complètement différents. Voilà. Donc là, on passe au cœur du sujet. Notre nova Persei, et donc on va essayer de répondre aux questions d'Étienne. Cette nova, vous avez vu, elle est extrêmement particulière au niveau de sa courbe de luminosité. Elle reste proche du maximum pendant très longtemps. Là, elle commence à décliner un peu. Ça sont tous les spectres qu'on a obtenus. Et donc, on a plutôt globalement une bonne couverture. Ça, c'est la répartition des différents spectres qu'on a. Donc, on a les spectres échelles qui couvrent l'ensemble du domaine visible à une résolution qui est bonne, que les amateurs appellent haute résolution, que les professionnels appellent moyenne résolution. Pour la plupart des professionnels, la haute résolution, ça commence à 40 000, 50 000. On a également, suite aux réponses d'un certain nombre de nos collègues, je pense notamment à Robin Leadbetter, à Paolo Berardi, Umberto Solecchia, beaucoup de spectres donc, dans le proche infrarouge. Ça, c'est une demande de Steve Shore, de façon à suivre, on va voir pourquoi, les raies d'oxygène. Et puis, on a un certain nombre de spectres qui sont bien cadencés, en haute résolution, obtenus avec un IRS à 2400 traits par minute, notamment obtenus par Étienne Bertrand et puis quelques autres. On va voir ça. Alors, ce que je vous propose, qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet avec le premier spectre de Nova Persei 2020, obtenu par David Boyd avec un LISA à une résolution de 100 et que David a calibré en flux avec sa propre photométrie. Donc, on est là, on est aux alentours, il faudra que je rajoute magnitude 9,5. Donc, quand on voit un spectre comme ça, donc il est calibré en flux absolu, donc en hertz par centimètre carré par seconde par angstrom. Donc, rien à voir, comme je l'ai dit, avec le système international. Première chose qu'il faut savoir faire quand on voit un spectre comme ça, c'est de déterminer, bien entendu, les raies de Balmer, H alpha, H bêta, H gamma, delta, epsilon. Et puis, on voit que le spectre, il a plein de raies en absorption. Et puis, on voit ça, on voit, tiens, des émissions. Et c'est là où on va rentrer un petit peu dans le but du sujet. Donc, si vous voulez bien, je sors de mon partage d'écran de façon à ouvrir Plot Spectra, qui est le logiciel avec lequel je travaille le plus pour… voilà. Et du coup, c'est là où ça devient un peu interactif. Et n'hésitez pas à demander, par exemple, à Olivier
de prendre le micro, puis de poser des questions ou d'intervenir, ou etc. Okay. Donc, là, j'ai tous les spectres. Donc, normalement, le premier... Non, excusez-moi. On va... File open. Donc, le 1126. J'espère que c'est bien celui-là. Ah, il y a Jacques... Oh, il y a Jacques Michelet aussi. Bon, limite, ça peut être le même. Hein. Ah bien, je me serais peut-être trompé. Hein, oula. Il va falloir que Jacques m'excuse. Ben, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Donc là... Il faut que tu partages ton écran, François, parce que là, on ne voit pas ton écran. Oui, là. Et merci de me le rappeler, parce que vraiment, voilà, là, vous le voyez? Ouais, c'est bon, là. OK. Donc, je peux faire un cours sur Plot Spectra, c'est pas une autre truc. Par contre, ça marche vachement bien. Donc, au fur et à mesure, ben, je vous montrais un peu comment j'utilise. Là, je passais le spectre en bleu. Et donc, à partir de ce spectre, donc je m'excuse, 772, je reviens. Alors, c'est là où bon, le côté interactif est... Bon, on va prendre le spectre de Jacques Michelet, très bien, impeccable. Alors, donc, ce qui est important quand on a un spectre, hein, c'est d'être capable de repérer dans un premier temps les raies de Balmer, parce qu'une fois qu'on les a, on a déjà éliminé une partie du travail. Et donc, avec Plot Spectra, on peut, je recommence avec un clic droit sur le graphique, faire apparaître soit les réglages du spectre, soit, je reprends, des annotations. Et les annotations, bah, on peut rentrer des listes. Hein, il y a une liste de base en Plot Spectra, mais chacun peut construire la sienne. Et le mieux, en fait, c'est quoi? Bah, c'est de construire chacun sa liste. Donc là, je choisis les différents traits de Balmer. Ah, on va aller jusqu'à H-alpha. On va les ajouter à la liste et puis on va dire OK. Et Plot Spectra va nous renseigner différentes raies. Donc là, bah, on a déjà une bonne partie du boulot qui a été fait, à savoir les principales raies d'émission, bah, on les connaît. Et ici, il y a un truc un peu bizarre sur lequel je vais revenir après. Après, bah, on se rend compte que là, on a une raie en émission. Pardon, il faut que je dise un peu ça. On a une qui est très brillante là. Hein. Ça ici, c'est du carbone, donc 72-35. Mais ce qui va m'intéresser le plus, c'est ça. Là, ici, on est à 6583. 6583, bah, c'est de l'hélium. Donc, je vais aller chercher l'hélium là-dedans. 6178 d'ailleurs. Et on voit que ça correspond pas mal. Est-ce que ça suffit pour dire que c'est de l'hélium? Non, sûrement pas. Parce que le problème, c'est que l'hélium, lorsqu'une raie d'hélium apparaît, les autres membres de la série doivent apparaître également sur le spectre. Et c'est là où on va essayer de confirmer notre hypothèse comme quoi c'est bien de l'hélium. C'est-à-dire qu'en fait, l'identification des raies d'un spectre, ce n'est pas du loto. C'est tout un raisonnement qui permet d'établir si oui ou non on a fait le bon choix. Là, j'en prends une deuxième, hein, qui est l'arrêt qui est un triplet là, du coup de l'hélium, 58-76, et là, ça matche bien. Et donc, on va aller chercher les autres. Et notamment, il y en a deux autres qui sont dans cette région-là du spectre, et on va aller les voir. Donc, l'une qui est juste dans le rouge de H-bêta, et qui est
cette raie-là, voilà. Et une deuxième qui est un petit peu plus loin, donc dans la région de O3, mais qui là apparaît pas encore. Et c'est là où on voit, ben, là ça matche bien, ça matche bien, ça matche bien. Donc effectivement, on a de l'hélium. Et ça, obtenir de l'hélium dans un spectre de nova en pleine montée de luminosité, c'est quelque chose qui vraiment est pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'au maximum de luminosité, la température de l'enveloppe, elle est faible, entre 5000 et 10 000 degrés. Il ne peut pas y avoir d'hélium si vous regardez la table d'ionisation. Et là, on est l'hélium, ça veut dire qu'on a des spectres qui ont été pris très, très tôt dans la montée de luminosité. Et ça, c'est des informations qui sont réellement, qui apportent réellement quelque chose. Surtout si après, vous vous reportez aux publications des années 30, 40, 50, il n'y a pratiquement pas de spectre à la montée de luminosité. C'est l'époque où il n'y avait pas le suivi systématique, les surveys en photométrie. Et puis, quand il y avait une découverte, ça prenait un certain nombre de temps avant d'analyser, puis ensuite d'envoyer des télégrammes, uniquement dans les grands observatoires qui étaient abonnés au télégramme. Alors que là, maintenant, avec les surveys amateurs professionnels en photométrie, Internet, les différentes listes de diffusion, en l'espace de quelques heures, on a l'information. Et grâce à notre réactivité, on peut aller très vite et avoir des informations, l'information qui est réellement nouvelle. Et là, le fait d'avoir de l'hélium dans un spectre qui est encore en montée de luminosité, vraiment, c'est du gros. J'arrête là le partage d'écran et je reprends sur la présentation. Donc, à partir de ce spectre, dans la présentation finale, je vais rajouter effectivement ces raies d'hélium. On va aller un petit peu plus loin. Alors, comment faire pour identifier les raies? Franchement, ce n'est pas complètement évident. Première chose, c'est pas de loto. Je vois que ça correspond. Des longueurs d'onde de raies en émission, il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions. On peut trouver n'importe quoi à la limite. Non, c'est vraiment un raisonnement. Et pour comprendre le raisonnement, je vous invite à lire les publications de Williams, notamment, qui, en 90-94, a publié des spectres avec des identifications de différents types de nova, à différents moments de l'événement, et qui sont extrêmement riches. Et puis, il y a plein de publications qui, là, ne sont pas globales sur les novas, mais sur une nova en particulier. Et donc, le mieux, c'est d'aller voir, d'imprégner son cerveau des spectres qu'on voit. Là, je vous ai choisi justement à droite comme illustration une nova, donc 55-58 dans le Sagittaire. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que si vous remarquez bien la courbe de luminosité, elle ressemble… Partage ton écran. Tu aurais dû me le dire avant. Compte sur toi, Olivier, parce que moi, j'oublie. Pardon. Voilà. Partir de la ligne. Voilà. C'est bon, là? C'est bon, ouais. OK. Donc, celle-là, justement, Tanaka 2011, 55-58 SGR. Pourquoi je l'ai choisie? Parce que, justement, elle ressemble étrangement au niveau de la courbe de luminosité à la nôtre. Et donc, là, du coup, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. On a déjà une idée de l'attribution des différentes raies d'émission. Bon, ça ne veut pas dire que ce que Tanaka et son équipe ont fait est vrai. Il y a des erreurs et
ça ne nous empêche pas donc de continuer. Il ne faut pas copier non plus, mais ça permet d'inspirer. Après, donc, on a des listes, qui sont globales, hein, notamment NIST. On a d'excellentes choses qui datent d'il y a longtemps, hein, telles que par exemple Merrill, hein, qui date, les tables de Moore également. Bon. Et puis, on a des listes un peu de référence, et notamment Williams, le même, a publié en 2012. Alors, c'est là, c'est pas évident avec Zoom, une liste, hein, de raies que l'on peut observer dans les NOVA. Donc là, voilà, hein, je l'ai traduit sous forme Excel. Repartage ton écran là. Ah, merci Olivier. Il va falloir me le rappeler régulièrement, désolé. C'est bon là? Vous voyez la liste? Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Vous avez la liste de Williams qui est téléchargeable donc sous la forme de la publication de Williams, avec une identification des différentes raies, donc suivant la façon dont lui classifie les NOVA, mais entre la période où les NOVA sont vers le maximum de luminosité, hein, pour ce qu'il appelle les NOVA fer et les NOVA hélium, et puis les raies nébulaires qui apparaissent plus tard. Seul inconvénient, c'est que la longueur d'onde, hein, est donnée sous la forme de nombres entiers, et que ça, pour travailler avec les spectres haute résolution, ça n'est pas suffisant. Donc, j'ai d'autres choses, moi, il faut que j'arrive à déplacer voilà ça. J'ai d'autres choses là-dedans. Alors, voilà. Une liste de plusieurs, de près de plus de 1000 raies, hein, telles qu'elles peuvent apparaître dans les NOVA, à partir d'un travail qui a été réalisé par Ivan De Generao, dont j'ai parlé en début. Ça, c'est une chose qui est importante. Il y a deux autres listes qui sont extrêmement importantes. C'est la liste des raies observées dans RR-TEL, qui est une nova symbiotique et qui a fait l'objet d'une des études les plus approfondies justement au niveau de l'identification des raies. Vous voyez, dans cette liste-là, 800 raies qui sont identifiées. Alors, ça ne veut pas dire que toutes vous allez les retrouver dans un spectre de nova, mais ça donne une bonne base. Il y a une autre base qui est extrêmement intéressante, c'est une étoile qui est XX Ophiuchum, qui, où est-ce que je l'ai non, c'est pas celle-là. Enfin bon, peu importe, bon, je vous la mettrai en téléchargement, qui est extrêmement intéressante parce que c'est une étoile qui est appelée étoile fer, entre guillemets, parce que justement, on trouve énormément de raies d'émission du fer ionisé une fois, deux fois à l'intérieur. Et c'est extrêmement, c'est un document vraiment de référence. Alors, je reviens à quoi? Ma présentation. Voilà. Donc voilà pour les raies. Et donc, pour l'hélium, une chose qui est importante, est-ce que je vais faire ça? Peut-être un peu après. Ouais. Une chose qui est importante pour l'hélium, c'est que l'hélium peut apparaître en fait sous deux formes, dépendamment de l'orientation du spin des deux électrons. Hein. Sous la forme cinglée, quand le spin des deux électrons est opposé, et sous la forme triplée, hein, parce qu'en fait, il y a deux formes qui sont faciles à figurer avec des flèches. Une troisième, c'est moins évident. Bon, ça, c'est des représentations simplifiées. Hein. Et ce qui est important, c'est que on a, en fonction
du fait que l'arrêt, les raies de recombinaison, interviennent sous la forme cinglée pour 25% à peu près des recombinaisons, ou sous la forme triplée pour 75% des recombinaisons, on peut avoir des formes de raies. Alors bien sûr, on ne le verra pas avec un Lisa ou un Alpi, mais on le verra avec un échelle ou un IRES3. On peut avoir des formes de raies qui sont différentes. Et donc, ce qui va être important de comparer, ça va être la forme des raies des différents membres des triplés ou des différents membres des cinglés. Singlettes. L'idée, c'est la suivante, c'est qu'on pourrait être troublé par le fait qu'on a deux raies hélium qui ont des profils qui sont différents. Par exemple, si on compare, c'est le cas notamment dans les symbiotiques, la raie la plus intense des singlettes, 76-78, et la raie la plus intense des triplés, 58-75, on a très souvent dans les autosols symbiotiques des profils qui sont complètement différents. Et ça, il ne faut pas que ça nous égare. Ce qu'il faut, c'est comparer donc les raies. C'est comme si on avait en fait deux atomes différents. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si au départ, les spécialistes de la spectroscopie, à la fin du 19e siècle, ont identifié cinglés et triplés comme étant originaires de deux atomes différents, l'un appelé ortho et l'autre para-hélium. Donc, à partir de ça, je pourrais, sur la version finale, mettre l'identification des raies. Là, maintenant, je propose de passer à un spectre qui a été acquis par Christian Ville. Donc, comme on le voit sur le graphique, au niveau du maximum de luminosité. Donc là, c'est assez impressionnant. Les raies qu'on avait d'hélium ont disparu. On a, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation théorique, au maximum, un spectre qui est essentiellement d'absorption. On a notamment ici le sodium, on a là le calcium, les raies H et K du calcium. On a un petit peu d'émission quand même au niveau ici H-alpha, H-bêta. Et puis là, on a un petit peu d'émission au niveau du fer ionisé une fois, qui est le multiplé 42. Alors, première chose, au-delà de ça qui m'a intrigué quand j'ai vu ce spectre, c'est de voir ces raies extrêmement étroites, qui auraient pu être intéressantes, parce que des raies qui sont aussi fines que ça aurait pu être, par exemple, l'éclairage provoqué par la nova sur une nébuleuse préexistante. Bon, c'est là où il faut prendre des précautions. Oui, je peux te faire un commentaire là-dessus? Ouais. En fait, c'est les raies du mercure qui est dans ma pollution de mon ciel, de la Côte d'Azur, en fait. Exactement. Voilà. C'est ce que j'ai là, voilà. Ce que j'ai appelé voilà. nettoyage du spectre. Et c'est là où on retrouve les principales raies du mercure. Bon, limite, tu as de la chance, parce que si on n'a que ces raies qui sont extrêmement fines, qui polluent un spectre échelle, ce n'est pas très grave. Ce qui est embêtant, comme tu l'avais noté déjà, Christian, c'est qu'on commence à avoir des éclairages LED qui peuvent poser sacrés problèmes. Oui, absolument. Donc, la première chose, c'est effectivement, avant de dire on a découvert quelque chose de nouveau, c'est effectivement de vérifier la qualité de ces données. Et je le dis parce que c'est une erreur que j'ai commise sur la NOVA précédente, NOVA-CAS, où à un moment donné, je suis super content de voir dans un spectre échelle, justement, une raie très fine en plein milieu de oxygène 1, donc 6300 angstroms. Et je me suis dit, tiens, on a découvert une raie qui correspond. Et en fait, non, c'est une raie de pollution lumineuse, quoi. Donc là, ce coup-là, c'est moi qui ai fait l'erreur. Après, on continue. Donc, toujours avec le spectre de Christian. Et là, j'agrandis
la partie qui correspond au sodium. Donc voilà, on a un spectre hein, qui est assez plat, hein, c'est normal. Et là, on a deux choses, hein, c'est 2 raies D1, D2 du sodium. Et ça, les raies qui sont très fines, c'est le sodium interstellaire. Alors que leurs contreparties qui sont très larges, là, sont formées dans le spectre de l'Egetta, donc en absorption à ce niveau-là. Hein, donc, ça veut dire que la lumière est absorbée en fait hein, par du sodium qui est neutre, qui sont très larges et qui sont différentes. L'intérêt de ces raies interstellaires, c'est qu'elles permettent une évaluation de l'extinction interstellaire de la lumière. Munari, hein, par exemple, a publié des tables, et directement la fonction d'ailleurs, hein, où on peut, à partir de la mesure de la largeur équivalente hein, de la raie D1 du sodium, avoir une estimation de l'extinction interstellaire. De la même façon, on peut, donc là, c'est toujours dans le spectre de Christian, à 6614 angstrom, avoir une petite raie qui est plus large d'ailleurs, hein, on le voit, qui est une bande hein, d'extinction interstellaire. Donc là, non pas provoquée par des atomes, mais alors on ne sait pas exactement, mais probablement des poussières, tout comme ça. L'origine exacte hein, de la raie, à ma connaissance, hein, c'est-à-dire en fait qu'il y a quelques années, n'est pas connue. À partir des largeurs équivalentes hein, de ces raies, on peut en déduire. C'est bon, on est toujours sur mon écran là. Ah ouais, c'est bon. Ok. Moi, je vais le garder comme Excusez-moi, de Rémi. Ouais. On ne peut pas avoir l'écran complet et éliminer finalement la partie latérale gauche hein, parce que je n'arrive pas toujours à lire. Ok. Pas de problème. Moins facile pour moi. Alors, désolé, quand je dis moins facile, on se comprend. Pour que ce soit interactif, hein, parce que ça le problème avec Zoom, c'est qu'à chaque fois, tu es obligé d'arrêter le partage d'écran et puis de le reprendre. Donc, à partir de ça, on peut déterminer l'extinction interstellaire E-B. Et puis là, avec un petit code que j'ai en Python, eh bien, j'élimine l'extinction interstellaire. Et voilà en rouge le spectre obtenu par Christian. Voilà en bleu la réalité du spectre au moment où il est émis depuis la proximité de la nova. Strictement rien à voir. Hein. Au niveau de la pente du continuum, là, je n'ai pas fait l'exercice, mais on peut comparer ça à une étoile de type A ou bien alors de type F éventuellement, mais ça pourrait être du A. Pardon. Et on se retrouve avec en fait une étoile qui est effectivement, qui a un continuum qui est bien bleu. Alors, ça c'est intéressant. Les premières études dans les années 30-50 donnaient des équivalences en classe de, en type stellaire. Bon, maintenant, c'est complètement abandonné dans les publications. Par contre, si on transforme ce spectre en flux absolu, alors celui-là en flux absolu, puis qu'on le dérougit, on se rend bien compte que l'intensité en flux absolu, hein, en erg par centimètre carré par seconde, de l'arrêt H-alpha ici, ou encore de l'arrêt H-bêta ici, n'a strictement rien à voir avec ce qu'on aurait là. Et que, surtout, le rapport entre les deux va être complètement différent. Autant le rapport des largeurs équivalentes de raies va être semblable entre le spectre rouge hein, et le spectre bleu qui a été dérougi,
rapport entre les largeurs équivalentes va être le même, hein, par définition de la mesure de la largeur équivalente. Par contre, si on veut faire les mesures en flux, il faut obligatoirement dérougir les spectres. Voilà. Alors, je continue sur ces spectres obtenus dans cette zone-là. Alors, avec deux choses. Hein, d'une part, c'est les spectres obtenus par Stéphane, par Christian. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir un, enfin, j'ai eu de la chance, pas d'en avoir un, j'ai eu la chance de ne pas avoir de nuages pour la première fois depuis longtemps en Normandie. Et donc, on a réussi à obtenir donc, une couverture sur une partie de la nuit, et on voit donc qu'en l'espace de quelques heures seulement, on a une variation significative, hein, du profil de H-alpha, avec une augmentation avec une diminution, pardon, de l'émission, hein, voilà, par rapport au niveau du continuum. Deuxième truc, au niveau de l'étude des profils de raies, il y a un outil qui est extrêmement utile, excusez-moi à nouveau, c'est de construire à partir du profil de la raie. Donc là, je reprends le spectre de Christian, hein, voilà son profil de raie, et de superposer le profil qui est inversé par rapport à la vélocité, la vitesse 0. Ça permet de mieux s'y retrouver entre, bon, ici on a une absorption, une émission qui diminue, ça permet de mieux s'y retrouver, et y compris, on a une détermination qui est plus précise de la vélocité terminale de l'arrêt d'absorption. Ici, on a, bon, alors, on est évidemment à plus ou moins, au moins de 10 km par seconde, on est d'accord, hein, mais on a une raie qui est en fait extrêmement symétrique entre l'absorption vers le bleu et la terminaison, hein, de l'émission, parce que là, la terminaison de l'émission, si on a uniquement ce profil-là, ce n'est pas évident du tout. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on rencontre à nouveau le continuum. Donc, c'est une méthode qui est assez intéressante. Alors, du spectre de Christian, j'ai également travaillé sur la comparaison, je bloque un peu ma souris, des raies du calcium, ionisé une fois, avec là, à nouveau, l'arrêt interstellaire du calcium, et puis là, l'arrêt produit par la nova. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça c'est intéressant. Donc là, c'est la comparaison des raies Na1, D2 et D1. Et puis, j'ai mis en gris l'hélium, hein, qu'on avait vu, qu'on avait déterminé tout à l'heure dans le spectre basse résolution. Et on se rend compte que 2 jours après, hein, au maximum de luminosité, eh bien, on n'a plus, hein, d'émission d'hélium. L'autre chose qui peut être faite, qui est importante également dans les études de spectre, c'est de comparer, hein, les raies des séries de Balmer, H-alpha, H-bêta, H-gamma, et on constate que du fait, on se rappelle de l'opacité qui est variable en fonction de la luminosité, mais également, hein, de la formation des raies en émission, on peut avoir des profils, notamment d'absorption, qui sont extrêmement différents. Dernière chose qui est utile, là ici, j'ai fait une comparaison, hein, de... ah, pardon, j'ai été trop vite, excusez-moi. Voilà, ça c'est un truc important. On a beaucoup de raies du fer, on a vu, hein. Et donc, pour déterminer qu'est-ce qui appartient à qui, il est important d'être capable de comparer les raies d'un même multiplé. En ce qui concerne le fer, le multiplé, la plupart du temps, le plus intense, c'est celui qu'on appelle 42, avec les raies à 4924, 5018 et 5169.
avec un petit problème, parce que souvent, dans le type d'objet qu'on observe, les raies 4924 et 5018 sont contaminés par d'autres raies, notamment les raies de l'hélium, hein, qui a donc des longueurs d'onde hein, qui sont à 2 angstroms inférieurs à ça. La raie 5169, normalement, est plus pure, normalement. Donc là, on compare les raies et puis on voit ce qui se passe. Dans la mesure où c'est le même multiplé, on devrait avoir, mis à part les intensités, on devrait avoir les mêmes profils. Or là, on se rend bien compte que le profil des 2 premières raies coïncide bien, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là au niveau de l'absorption. Donc la 4924 et puis la 5018. Là, par contre, on a une absorption en 42. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette absorption, en fait, c'est autre chose hein, que du fer. Alors quoi, je ne sais pas, mais le profil des raies du fer, c'est celui-là, parce qu'on a une bonne coïncidence hein, entre les 2 premières raies. Je reviendrai après sur un autre exemple. Alors, maintenant qu'on a vu hein, dans les spectres basse résolution, ce qui s'est passé entre les premiers spectres acquis par David Boyd et Jacques Michelet et le maximum, je reprends là maintenant les spectres échelle, hein, donc obtenus par Olivier Garde pour le 26-27 et Christian Biel. En ce qui concerne les spectres d'Olivier, j'ai fait, parce qu'il n'y a pas énormément de différence à l'intérieur d'une même nuit, une moyenne hein, des différents spectres, et puis j'ai pris directement celui de Christian. Et c'est là où on voit, alors en longueur d'onde, en bleu. Alors bleu, pourquoi ça, c'est le code, pardon, que j'utilise régulièrement hein, pour mon cerveau. Mettre des couleurs qui correspondent en fait à la couleur du spectre, hein, correspondant en fait à la datation. Voilà. C'est plus facile pour moi. Bon, après, chacun peut avoir ses propres méthodes. Et là, donc, si on observe donc, en longueur d'onde la zone Na sodium, on a bien ici en bleu hein, la raie d'hélium et qui a disparu complètement, presque complètement 2 jours après. On a encore un tout petit peu d'hélium le 28, et donc là on a réellement l'évolution hein, de la raie de l'hélium, c'est-à-dire qu'en fait on a quoi? On a une mesure, pas du degré d'ionisation, merci de m'excuser, on a réellement une évaluation en fait du degré d'ionisation. Petite goutte de café. Et là ici, je représente alors non plus en fonction de la longueur d'onde, mais de la vélocité radiale, et on a un résultat qui est extrêmement important, qui est extrêmement intéressant. Passe au spectre H-alpha. Donc là, je réponds à la demande d'Étienne directement. On a une belle série de spectres de la raie H-alpha, obtenus essentiellement par Étienne Bertrand, mais également par Robin Nibiter, et puis on en a un par Peter Solomogyi, qui est en Hongrie. Regardez celui de Robin, même s'il a une résolution un peu inférieure, parce qu'on a des vitesses radiales tellement importantes qu'on n'est pas à un facteur 2 au niveau de la résolution. Et donc, le spectre d'ailleurs, celui de Robin, je pense qu'on le voit là, pardon, excusez-moi, je pense qu'on le voit là. Hein. Non.
Oui, c'est celui-là. C'est un des avant-derniers, pardon. Donc là, j'ai utilisé la charte de couleurs de Plot Spectra. J'ai stacké l'ensemble des spectres sur une bonne partie de la période observée. Et on voit donc l'évolution du profil. Bon, il est évident que comme ça, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est qu'au départ, c'est donc les spectres qui sont orangés, on a une émission qui est très faible. Ça, on l'a déjà vu sur le spectre de Christian, et qui va avoir tendance à augmenter. Donc, au fur et à mesure, ou comme on l'a vu dans la diapo pratiquement du début, on a donc de plus en plus, de moins en moins d'opacité en fait au niveau du milieu, et puis de plus en plus d'excitation, et donc une augmentation en fait de l'émission et plutôt une diminution proportionnelle, bien entendu, des absorptions. Il y a une bonne façon de représenter ça qui est d'utiliser donc sur Plot Spectra une échelle logarithmique où là, on va plutôt aplatir les hauts profils, mais l'intérêt, c'est que du coup, on va voir que au niveau des absorptions, ce qui n'est pas évident dans le graphique du haut, on a plein de choses qui se passent. Donc, il est évident qu'on ne va pas y arriver avec un graphe comme ça. Avant de passer donc à la revue de détail, j'ai voulu, en fonction de la forme des différents spectres, attribuer des couleurs qui sont différentes donc à ces traits H-alpha. Donc là, au départ, du bleu, en fait, dans la montée de luminosité, puis une série de 3 spectres en vert, suivant qui est au niveau du plateau, 2 autres qui sont en rouge et qui sont super intéressants. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'avoir une montée continue en fait de l'émission, on a des régressions. Et chose remarquable, on a à des moments extrêmement différents en fait en temps et du développement en fait de l'éjecta, pratiquement le même profil. Alors que au niveau des absorptions, on a des modifications qui sont considérables. Donc ça fait le bonheur de Steve Shore, un truc comme ça. Ensuite, donc, on a une augmentation de l'intensité, alors l'augmentation relative par rapport au cadmium, bien entendu, de la partie centrale de l'arrêt. Et puis, à un moment donné, on a un effondrement brutal de cette émission, et au contraire, une poussée de la partie gauche de l'arrêt. Alors, ça m'a intrigué. Alors, je vais poser la question à Steve et puis à un autre professionnel. On n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui, parce que c'est une des questions qui était posée par Étienne là, dans un message ou sur le forum. On n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui. François, je me permets de t'interrompre. C'est une question de Thierry Garel. Où il demande, il dit, est-ce que les petits traits en absorption sur le profil de l'éjecta sont à vitesse radiale constante? Celle-là, là. C'est ça dont on parle, Thierry? Oui, c'est ça. Oui, ça c'est atmosphérique. Ah, ok. Voilà. Par contre, ce qui vaut la peine, je pense, c'est ça. Où là, on a bien une rupture de profil qu'on retrouve ici. Donc là, on commence en fait, ça sera un peu la fin de la présentation, on commence à voir en fait la structure de l'éjecta. Avant, c'est tellement opaque que ce qu'on voit, c'est l'extérieur uniquement de l'enveloppe, de la coquille de l'éjecta. Là, on a vraiment une ionisation qui augmente, une densité de l'éjecta qui diminue, et on commence à voir justement la structure de l'éjecta. Vrai.
J'ai repris les spectres au début, toujours les spectres H-alpha, au début donc de l'outburst, avec toujours le même code couleur, du bleu vers le rouge et même le marron. Et là, donc on a toujours notre profil. Puis alors là, il y a un truc qui est vraiment bizarre. C'est pour ça que je l'ai mis là, ici, la longueur d'onde. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'on n'a pas la contrepartie en absorption. Alors, avant de venir à ça, ici, donc on a le spectre, pardon, excusez-moi, qui a très très peu d'absorption en fait. Lorsque l'on a également hélium, ben, c'est normal, parce qu'en fait, on voit bien l'ionisation, on a peu d'absorption en fait dans l'enveloppe prise à ce niveau-là, en dessous de magnitude 9. Et puis petit à petit, donc on a un refroidissement, comme on a vu, de l'enveloppe, une augmentation sans doute de la densité, de l'opacité. Et puis on a petit à petit justement cette absorption qui se forme et qui correspond également aux diminutions de l'émission. Et du coup, on se retrouve avec un équilibre entre l'absorption et puis l'émission qui varie. Et on a, comme ça a été constaté déjà par McLaughlin, une tendance à avoir une diminution en fait de la vélocité radiale de l'absorption, alors qu'en fait la vitesse en tant que telle est toujours la même. Ce n'est pas la vitesse qui varie, c'est le rapport en fait entre l'intensité de l'absorption et puis l'intensité de l'émission. Là, volontairement, je vous ai mis le spectre d'après en gris pour qu'il ne nous perturbe pas, parce que là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de différent. Alors, avant d'aller voir qu'est-ce qui se passe de différent, je voulais vous parler de ce fameux composant dans la partie rouge, l'arrêt H-alpha. Première chose que j'ai fait, c'est de comparer avec l'inverse du spectre. Donc, on a le vrai profil en bleu et le profil inversé en rouge. On a du mal à comprendre ce qui se passe. Et donc, le truc d'après qu'il faut faire, c'est de voir est-ce que dans H-bêta, même à une moindre mesure, on voit la même chose? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je n'en sais strictement rien. Steve Shore non plus. Et puis un autre professionnel non plus. Surtout, quand on voit les spectres, on a en fait vraiment très peu d'émissions. On aurait d'autres raies en émission aussi fortes que ça. Par exemple, carbone 2 ici. Là, on a le carbone 2, 72-35, qui serait extrêmement intense. On pourrait se dire, ça peut être une raie du carbone. Ou, là, franchement, je ne sais pas. Alors, ça me rassure, parce que quand j'ai vu ça et que je n'ai pas été capable de dire ce que c'était, je me suis dit, bon, j'ai encore du travail à faire. Mais bon, ça me rassure de savoir que je ne suis pas le seul. Après, là, on a les spectres, donc toujours l'arrêt H-alpha dans toute la période de transition. Et c'est là où on voit, à partir du spectre précédent, qu'on a un autre système d'absorption qui se forme. Et puis, encore après, on a encore un autre système d'absorption. Alors ça fait partie, alors non pas les énigmes, parce que des tas de gens ont la réponse à ça, mais le problème majeur pour comprendre ce qu'est l'éjecta, là je reviens un peu à la question d'Ibrahima tout à l'heure, le problème, donc, au fur et à mesure où
l'ombre diminue, ou on va dire la brume se lève sur l'éjecta, au lieu d'avoir les composants qui ont été moins vite, on se retrouve avec des composants qui vont de plus en plus vite. Et là, il y a une contradiction qui est énorme, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle certains considèrent qu'il y a plusieurs éjections différentes et qu'au fur et à mesure où en fait l'enveloppe se rétracte, eh ben, on a des éjections ou un vent stellaire de plus en plus violent avec des vitesses plus élevées. C'est l'explication qui paraît la plus naturelle, facile à comprendre. Le problème, c'est que Steve Shore n'est absolument pas d'accord avec ça. Lui, il considère qu'il y a un seul éjecta et que tout ça, c'est le résultat, comment dire, de variations au niveau du degré d'ionisation et de l'opacité de l'éjecta. Donc, ça veut dire qu'en fait, Steve et Elena Mason, là maintenant, ont un modèle qui est simple, mais extrêmement difficile à comprendre, au moins pour moi. Alors que le modèle de Williams et puis de tas d'autres, avec un premier éjecta, puis un deuxième, un troisième, éventuellement un vent stellaire, éventuellement des chocs à l'intérieur des éjectats, pour moi, il est plus facile à comprendre, mais il est plus compliqué. Il est plus compliqué en termes de complexité du modèle. Il y a plus de composants. Et bon, bah, franchement, je n'ai pas de point de vue à l'heure actuelle. Alors, pour représenter donc, toutes ces variations, j'ai après repris donc, les spectres échelle obtenus par Olivier, Stéphane, qui a fait des superbes séries pendant une nuit entière, Juan Garot, Tim Lester, Christian Buil, et puis moi, je vais aussi en avoir un, et à représenter ça sous la forme de nappe. Donc pour ça, j'utilise MATLAB. Ça marche bien. C'est super rapide, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est super rapide vu la quantité de données qu'il faut traiter pour un spectre échelle. Et donc là-dessus, on reconnaît bien donc sur premier spectre de la première nuit obtenue par Olivier Garne, H-alpha, pardon, excusez-moi. Limite, j'arrête le partage d'écran. Et puis, si vous n'êtes pas fatigué, il nous en reste combien? 50, c'est bon. Qui sera le dernier? Je prends MATLAB, ça va être plus simple, ça va être mieux. Fix Time Series, est-ce que c'est celui-là? Non, pardon. Voilà. Repartage ton écran. Ah oui, merci beaucoup Olivier. Heureusement que tu es là. MATLAB, voilà. Donc, j'ai mis les spectres échelles dans un répertoire. Après, donc j'ai mon petit code. Ici, je choisis l'arrêt, donc H-alpha. Et donc là, vous voyez l'écran. Je lance le code. Voilà. Ça, c'est le côté positif de MATLAB par rapport à Python. C'est impressionnant quand même. On a une quinzaine de spectres. On ne voit pas ton résultat en fait. Tu n'es pas sur la bonne fenêtre là. On voit que la fenêtre du code. Du code. Et on ne voit pas la fenêtre du résultat, la fenêtre graphique. C'est sacrément difficile. Voilà. Là, vous avez le résultat? C'est bon là, on le voit. Ouais. Ok, cool. Voilà. Et puis, une fois qu'on a ça, on peut jouer avec, faire tourner pour essayer de voir la façon dont on voit le mieux l'évolution des raies. Donc là, je vais l'incliner un peu. Donc là, on a notre fameuse absorption pré-maximum, celle qui est dans McLaughlin, puis qui se maintient un peu. Puis là, ici, on a
une absorption. Là, ici, on a une troisième. Et puis là, soit celle-là qui s'étend un peu, soit on a une autre qui se crée. Là, on a une qui se crée là. Oui, c'est sacrément compliqué. Hein. Alors, on peut les voir par-dessous, éventuellement, pour sympa. Donc là, j'ai vu une présentation sur les BE lors du colloque, du workshop AVSO. Ça peut être sympa à faire en imprimante 3D, je pense. Hein. Faire un petit cadeau. Alors, j'arrête ça. Une fois qu'on a ce code-là, super facile de faire d'autres trucs. Alors, il y en a une que j'aime bien, que je vais vous montrer. Puis après, je vais accélérer un peu parce que sinon, on va atteindre minuit. Voilà, on va se prendre l'arrêt numéro 16. Elle est sympa. Son écran encore. Hey, oui. Bon, ce qui est important, c'est le résultat. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de toi, parce que vraiment, j'oublie. Moi. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fermé la fenêtre à chaque fois, du coup, on a les deux figures. Donc, il me faut, excusez-moi, ça ne va pas être long, mais le résultat en vaut la peine. Pause. Là. Voilà. Continue. Est-ce qu'il va ouvrir? Ah, non, il m'a planté. Bon, c'était ce que je voulais. Voilà. Donc là. Repartage. Ouais, pas de problème. Je l'ai. Voilà. Donc là, il faut un peu le temps. Voilà. Puis là, on l'a. Super. Vous voyez? Là, ici, les deux raies interstellaires. Alors, c'est là où on voit aussi que les spectres, ils sont super propres. Hein. On arrive à voir ça pratiquement du premier coup. Donc là, les deux raies interstellaires. Et puis là, donc, des composants toujours en double, là, du coup, hein, produits par l'éjecta de la nova. Voilà. Bon, j'arrête ça. Où est-ce que j'en suis maintenant? Donc voilà, bon, on peut faire pas mal de trucs. Alors là, je repartage mon écran. Donc là, sur le PowerPoint. Et donc, je mets en grand. Voilà. Donc là, pardon, je vais trop vite. O3, pardon, O1. Donc ça, je l'ai déjà montré. Le fer, bon, on va laisser tomber. Voilà. Et puis, du coup, on va revenir, si vous voulez bien. Puis ça va pas trop tarder là maintenant. Quoique. Au spectre basse résolution, donc là, j'ai pris une série de spectres LISA. Il faudra que je rajoute la liste des observateurs. Hein, Jacques Michelet, David Boyd, Woody Sims, etc. Et donc, on fait une série comme ça, puis on se rend compte oui, qu'il y a quand même pas mal de changements. Alors, première chose que je vois avec ça, ici, tiens, on a un truc super bizarre qui se passe le 3. Et donc, j'ai été vérifié. Et en fait, c'est une anomalie au niveau du spectre. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait régulièrement avec notamment David. Quand on prépare la lettre d'information trimestrielle, c'est là où on crée des graphes et où on est capable de détecter quels sont les spectres qui sont anormaux. Et bon, on ne les retire pas de la base, mais on met un commentaire en disant oh là, celui-là, il faut se méfier. Donc là, je reprends donc le même graphique après avoir éliminé le spectre qui m'ennuyait.
Et donc, on a toute la série temporelle, en fait, de l'évolution de la nova avec les spectres LISA. Donc, avec le premier spectre, je rappelle les raies hélium. Et là, on voit des choses qui sont extrêmement intéressantes. Ici, d'un seul coup, pratiquement, en 3 jours, on a une modification importante de l'émission du sodium. On voit d'autres éléments ici se développer des raies. Là, ici, j'ai remis, pardon, excusez-moi encore, à droite la raie de l'hélium pour montrer que même donc dans les spectres les plus récents, et pourtant donc très longtemps après le début de l'outburst, on n'a toujours pas de raie d'hélium. Là, par contre, on a dans cette région-là développement d'un quelque chose d'assez large. Donc ça, c'est très probablement tout un blend qui est créé par calcium 3 et éventuellement azote 3, mais là, c'est plutôt du calcium 3. Et là, chose intéressante, on a un développement dans la partie droite de la raie H-gamma. C'est assez bizarre parce qu'en règle générale, ce serait plutôt O3 qu'on devrait avoir là, la raie aurorale d'O3. Il va falloir voir en fait. C'est un peu trop tôt encore. C'est quand on aura la série suivante de spectres que là, on pourra être un peu plus affirmatif. C'est la raison pour laquelle parfois il y a des questions qui sont posées sur le forum. Bon, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Le mieux, c'est d'attendre un petit peu. C'est pas par hasard. Bon, alors, les professionnels, ils ont d'autres choses à faire que de faire les publications. Souvent, ils ont des cours. Il leur faut du temps pour tout étudier, mais il faut également du recul pour analyser les données. Toujours est-il que cette zone-là m'a intéressé de façon extrêmement particulière. Et du coup, j'ai repris les spectres échelles que l'on a dans cette partie-là. Donc, il faudra que je mette qui est qui. Donc, il va y avoir Juan Guaroflo, il y a Stéphane Charbonnel. Et là, c'est super intéressant parce qu'en l'espace en fait, de 3 jours, on a le passage de ce profil-là en bleu à ce profil-là. Bon, les 2 spectres ont été acquis pratiquement en même temps, ce qui est intéressant parce que du coup, ça permet de confirmer l'évolution. Et donc, on a des évolutions qui sont extrêmement importantes. Là, on a toujours donc, les raies de sodium interstellaire. Et là, pardon, excusez-moi, on a donc bien les raies dues à l'éjecta. Et on a une modification qui est vraiment significative en l'espace de 3 jours. Du coup, j'ai été chercher les raies sur le premier spectre obtenu par Juan Guaroflo du fer, du fameux multiplé 42. Et puis là, on y revient. Alors là, on compare les raies émises, les 3 raies émises par ce multiplé, et c'est là où il y a des choses qui sont a priori relativement étranges, mais on va s'y retrouver. Alors, l'idée, c'est quoi? Bleu, vert et rouge ont exactement la même forme d'absorption. Donc, tout ça, pour les 3 raies, ça a été émis bien par du fer. Là, on a une émission pour 5169, on a une émission pour 5018. On peut considérer que ça, c'est bien du fer. Par contre, là, ici, les 2 absorptions qu'on a dans la raie 4924, on ne les retrouve pas dans les autres raies du multiplé. Donc, ce ne sont pas les absorptions créées par le fer, mais par un autre élément qui est très probablement dans cette zone-là, en fait, du spectre. De la même façon, si on compare cette partie-là du spectre, la raie donc 5018 et la raie 4924
ont le même profil, donc on peut considérer que ces deux parties-là appartiennent bien au fer. Là, par contre, dans l'arrêt 59-69, on n'a pas. Ce qui est super intéressant, c'est que cette série qu'on a obtenue là, entre le 2 et le 5 correspond à une modification assez substantielle en fait, de la courbe de luminosité. Ce qui est vraiment très dommage, c'est qu'il nous manque un spectre là ici au milieu. Il nous faut moins de nuages. Au niveau de l'analyse des raies du fer, on retrouve le même principe ici, mais alors là, de façon beaucoup plus simple, dans le spectre obtenu par Stephen Charbonnel le 5 décembre, où là, on a des profils qui sont tout à fait, bon, mis à part quelques petites irrégularités dues à des absorptions qui sont sur la partie rouge des raies, on n'a plus ça. Donc, ça pourrait être intéressant éventuellement de comparer. Bon, je verrai ça après. Voilà. Donc, on a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Seul truc qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas un spectre le 3. Alors, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Quelle est la cadence pour les spectres? Je dirais, tant qu'on a été par là, vous avez vu, on a des évolutions qui sont relativement continues. Là, ici, ça aurait été extraordinaire qu'on ait un spectre pratiquement toutes les 8 heures ou 12 heures, et puis là, que ça se prolonge. Dépend des moments. Pratiquement dernier point. Je vais commencer peut-être à accélérer un peu. Olivier, où est-ce qu'on en est là, de la fréquentation? On en a perdu, mais enfin c'est normal, il y en a qui sont allés dormir. Il en reste 44 en ligne là. Moi j'ai des nuages, donc de toute façon je ne peux pas observer. On va dire que c'est les meilleurs qui restent à la fin. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui peuvent avoir d'autres occupations. Alors, Steve Shore nous a demandé tout particulièrement, donc là je commence à accélérer quand même, d'essayer d'observer le prochain infrarouge. Parce que dans le prochain infrarouge, on a toute une série de raies qui sont extrêmement intéressantes. Si on part un petit peu avant H-alpha, on a donc la raie qu'on connaît bien, qui est la première raie interdite qui apparaît dans l'évolution du spectre, donc O1 6300, avec son doublé qui est 63-63, et qui apparaissent toujours en même temps, c'est absolument normal, et avec 63-63 qui est à peu près un tiers plus faible que 6300. Et puis on a deux raies qui sont extrêmement intéressantes, des raies toujours d'oxygène neutre à 7773 angstroms et 8446 angstroms. Ce qui est important, c'est que les mécanismes de formation de ces trois raies sont complètement différents. Elles appartiennent toutes à l'oxygène neutre. Celle-là, bon, on sait, quand on étudie un peu les nébuleuses planétaires, etc., qu'elles se forment dans les milieux qui sont peu denses, parce que ce sont des raies qui sont excitées par collision électronique. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment d'électrons avec la bonne énergie, en fait, pour les amener sur ce niveau-là. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'électrons, parce que sinon, c'est un niveau qui est métastable, où les électrons peuvent stationner pendant plusieurs dizaines, voire même plusieurs secondes. Et l'ordre de grandeur de la seconde pour un électron qui est excité sur un niveau qui n'est pas donc le niveau fondamental, le grand level, c'est une éternité, puisque les recombinaisons, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 8 secondes. Et donc, un électron qui se retrouve donc sur cette partie métastable a toutes les chances, si la densité donc, électronique d'électrons libres est importante, d'être évacué de son niveau avant qu'il ait le temps de le recombiner. C'est le principe de base. Et donc,
j'illustre ça avec le profil des 3 raies en question. Donc, 88-46, 77-73 et O1, pris donc à des moments où le spectre global évolue relativement peu. Ce n'est pas exactement dans le même spectre. L'idéal serait de faire ça à partir d'un spectre échelle, mais bon, ça va, on est cohérent. Et vous voyez que les profils sont complètement différents les uns des autres. C'est-à-dire que les profils, en fait, dans la mesure où ces raies sont créées par des mécanismes différents, vont représenter des comment se fatigue un peu, vont représenter des situations différentes en fait dans l'éjecta. Alors, bien entendu, en lieu de formation, mais également en degré d'ionisation, densité électronique, température, etc. Et c'est à partir de ça qu'on commence à établir les modèles. Donc, la première raie, 84-46, c'est une raie qu'on dit pompée par résonance. Parce qu'en fait, il y a un niveau, alors ça c'est le niveau de base, ground level. Ça, c'est un des niveaux d'excitation de l'oxygène neutre. Et par coïncidence, la raie Lyman-bêta, produite par donc la recombinaison ou la désexcitation du niveau 2 de l'hydrogène, correspond presque exactement au niveau de la longueur d'onde à ce niveau d'excitation de l'oxygène neutre. Des raies Lyman-bêta, il y en a énormément, bien entendu, dans le spectre des novas. Et donc, par coïncidence, les photons Lyman-bêta, une fois qu'ils ont échappé à l'atome d'hydrogène, mais ils ne se souviennent plus qu'ils sont des Lyman-bêta, ils ont une certaine longueur d'onde, et donc ils sont capables d'exciter par résonance ce niveau de l'oxygène, qui produit une première raie de recombinaison dans l'infrarouge et une deuxième dans le proche infrarouge, et qui est extrêmement importante parce qu'elle va nous permettre en fait de comprendre ce qui se passe dans une zone qui est quand même relativement chaude et excitée, dans la mesure où on a ces photons Lyman-bêta qui peuvent être soit de la résonance, soit de la recombinaison. Par contre, cette raie-là, 7773, c'est uniquement de la recombinaison, enfin, essentiellement, je devrais dire le mécanisme essentiel, c'est de la recombinaison. Et donc, ça nous donne une vision de ce que peut être la zone dense dans laquelle on a de l'oxygène qui est ionisé une fois. Par contre, la dernière, 6300, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, c'est les raies nébulaires de l'oxygène neutre. Elles sont émises dans des zones qui sont de faible densité et dans lesquelles les températures électroniques, la vitesse des électrons, l'énergie des électrons est relativement faible, et la densité des électrons est relativement faible, de façon à pouvoir exciter à partir du grand zéro, du niveau de base, à des énergies de l'ordre de 2 à 4 électronvolts. Et donc la comparaison de ces différents profils nous permet d'avoir une certaine vision de ce que peut être l'éjecta à un moment donné. Donc là, je reprends un des derniers spectres échelles obtenus par Juan Guaro,
avec la comparaison des 3 profils. Voilà. Il est intéressant de comparer justement O1 77-73 avec H-bêta, où on voit bien qu'on a des profils qui sont extrêmement similaires et ce qui accrédite, disons, l'hypothèse selon laquelle O1 est bien produit par recombinaison de la même façon que H-bêta. Par coïncidence, O et H ont le même niveau pour la première ionisation, aux alentours de 13,6. Alors, par contre, il y a un autre truc qui est extrêmement intéressant, c'est de comparer les profils des raies qui sont en séquence qu'on appelle isoélectroniques, c'est-à-dire que sont des ions qui sont différents, des atomes qui sont différents, mais qui ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Théoriquement, on devrait avoir le même profil. Théoriquement. Or là, on compare N2 57, 54, parce que c'est la seule qu'on ait. On n'a pas encore les raies, les 2 autres raies qui flanquent H-alpha. Et puis O1. Et on voit que O1 montre bien, commence à montrer en fait, dans les zones les plus diluées de l'éjecta, une représentation, un profil qui représente en fait l'éjecta, alors que N2 est toujours dans des zones, quand on a un profil arrondi comme ça, ce qu'on est dans des zones d'émission plutôt encore un peu sphériques, on est plus au cœur de l'éjecta. Voilà, à partir donc de ces profils dorés, alors notamment O1, donc c'est ça, O1 avec son évolution à un moment de temps, Steve Shore nous a produit un modèle par une méthode Monte-Carlo, c'est-à-dire en fait on rentre un certain nombre de paramètres, on ne part pas de rien, on part d'un certain nombre de paramètres et là notamment on a une estimation de la vitesse radiale maximale de la partie de l'éjecta qui forme l'arrêt, d'autres paramètres, et puis on fait toute une série d'essais, un peu complètement d'ailleurs par tirage au sort, jusqu'au moment où on commence à avoir un profil qui ressemble au profil réellement observé. Donc là, les études sont en cours quand même. Alors, j'aurais bien aimé avoir plus de temps pour développer sur les spectres infrarouges obtenus par Paolo Berardi, Umberto Soleccia et Robin Leadbeater. Donc, je montre juste un spectre obtenu par Umberto, c'est bon. Je voulais insister sur l'apport extrêmement important de UVEX, avec un spectre obtenu par Pierre Dubreuil, de la partie UV du spectre. Donc là, on attend beaucoup avec la multiplication du nombre d'UVEX en fonctionnement, aussi bien pour les novas que pour les étoiles symbiotiques, où c'est particulièrement important. Le dernier spectre, flux absolu, basse résolution obtenu par Woody Sims. Je ne bloque pas. J'avais envie, si on avait eu le temps d'aller explorer avec Plot Spectra, mais c'est bien. Et puis alors surtout, ce qui est important, c'est on a vu qu'avec O1, on commence à voir dans les parties les plus extérieures, les plus ténues de l'éjecta, les moins denses, la structure de l'éjecta avec O1. L'idée, c'est est-ce qu'au niveau de H-alpha, on atteint enfin la structure de l'éjecta. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un rappel sur le forum. Et donc, Étienne Bertrand et Pierre Dubreuil ont obtenu 2 spectres avec donc des résolutions de 15 000 et 5 000 de mémoire.
Et on voit qu'il y a toujours en 2 jours des évolutions importantes du profil. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore stabilisé à ce niveau-là. Et donc, réponse à une question qui est posée souvent, à quelle cadence on continue à prendre des spectres? Bah là, tant qu'on a des variations, ouais, ça vaut le coup de continuer à en prendre régulièrement. Peut-être pas tous les jours. Hein. Tous les jours, ça aurait été super important au moment où on avait les grandes oscillations. Là, maintenant, ça va se stabiliser. On va dire, je ne sais pas, à peu près 2 fois par semaine. C'est vraiment super. Voilà. Alors, je termine. Donc, la base de données avec maintenant presque 3000 spectres de Nova, 46 Nova, plus il faudra rajouter, mais maintenant je vais avoir le temps, toutes les observations qui avaient été réunies par Christian dans les pages Arras. Je vous présente le modèle de ce que va être bientôt la base Arras complètement automatisée. Donc, c'est un étudiant, un thésard qui travaille surtout sur les étoiles symbiotiques, hein, qui travaille sur le sujet. Donc, on va bientôt la voir. Et ce sera relié à la base professionnelle des étoiles symbiotiques. Donc, à partir du moment où on aura la base pour les symbiotiques, bien entendu, on l'étendra aux Nova et puis aux autres types d'étoiles qu'on suit régulièrement. Je vous rappelle que tous les 3 mois, on sort une lettre d'information qui résume nos observations avec l'aide de David Boyd et Woody Sims. On peut charger les précédents numéros et que depuis janvier 2019, à la demande de plusieurs des équipes professionnelles avec lesquelles on travaille, cette lettre est indexée dans NASA ADS. Donc voilà, je termine en remerciant alors Steve Shore notamment pour tout le soutien qu'il nous a apporté depuis 2013. David Forest pour aider à la participation active de la construction de l'information, à tous les observateurs qui ont permis d'accumuler les spectres de Nova, sans oublier nos collègues de l'hémisphère sud. Pour une fois, ce n'est pas eux qui ont les Nova, mais ils sont vachement importants parce que c'est eux qui ont le plus de Nova. Thierry Bolsen, Paul Lucas, Pauline Edridge. J'ai vraiment apprécié le spectre de CNCHA. Là, il va y avoir pour des heures d'études dessus. Et puis en remerciant également toutes les équipes professionnelles qui nous font confiance, qui utilisent nos spectres pour leur recherche, leur communication, mais en leur rappelant qu'il faut respecter les règles. Voilà. On ne travaille pas pour rien. Et on était extrêmement déçus que la dernière publication publiée par Heidi et al., il y a quelques mois, utilise pour son analyse à peu près 25% dans son analyse, 25% de spectre issu de la base Arras, sans remercier donc nos collègues Marcon et Napoléao, brésiliens, Thierry Bolsen, Juan Gao, Christian Bill. Donc je les remercie à la place de M. Heidi. Il aurait dû le faire dans la publication. Voilà. Et c'est marqué noir sur blanc. S'ils veulent continuer à travailler avec nos spectres, il va falloir qu'ils respectent les règles. Voilà. Je le dis en français, je le dirai de façon plus diplomatique la semaine prochaine en anglais. Merci beaucoup pour votre attention. Combien sont encore là? 42. Donc ça va, c'est bon. Tu notes? Tu notes les 42 qui restent? En tout cas, merci vraiment beaucoup, François, parce que ta présentation était vraiment géniale. Et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur l'interprétation des spectres, sur la manière de dépouiller, décortiquer tous les spectres que l'on a fait. C'est vrai que là, tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je t'en remercie. Pareil, grand merci, bravo. Super intéressant. Ouais, c'était vraiment bien. Bon, merci François. C'est super.
Merci à tous. Ouais. Et surtout, beau travail. là pour le moment, je travaille en amateur. Depuis 2 jours, je travaille en professionnel 8/8, même un peu plus. Voilà. Tu vois, moi qui suis à la retraite aussi maintenant, tu vois, je travaille 100% aussi. Hein, tu vois, c'est trop génial en fait. Hein. Je peux témoigner que c'est quelque chose qui apporte du plaisir. Et puis voilà. Et donc, on se met de Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, vous pouvez le faire si vous voulez revoir cette cette conférence une deuxième fois, mais cette fois en anglais. C'est vendredi prochain. Donc, si ça vous dit, vous pouvez vous inscrire. C'est toujours possible. Mais ça sera cette fois-ci en anglais. Mais François donnera exactement la même présentation, mais pour nos amis anglo-saxons. Ce sera samedi, non? Oui, ce sera samedi, excuse-moi. Oui, c'est le 16. Ce sera le 16 janvier. C'est ça. Cool. Merci à tous. Bonne soirée tout le monde. On est dans les spectres. Goodbye. Merci pour votre écoute. Merci François.